J'ai conduit pendant 9 heures à travers un orage, les genoux en feu, avec un gâteau aux carottes fait maison, sur le siège passager. Je m'appelle Marguerite Delorme, j'ai 78 ans, je suis veuve depuis 12 ans, ancienne institutrice, et mère d'une fille que j'ai cru aimer comme il fallait. C'était son 50e anniversaire. Je n'avais pas été invitée, mais je voulais lui faire une surprise. Dans ma tête, je voyais ses yeux s'illuminer, ce petit cri de surprise, la façon dont elle me serrait dans ses bras quand elle était petite. Mais quand j'ai franchi le seuil de sa maison, trempée de la tête aux pieds, je n'ai vu ni ballon, ni sourire, ni maman. J'ai entendu sa voix, depuis la cuisine, nette, posée et tranchante comme une lame. Mon Dieu, j'espère qu'elle se plantera en route. Comme ça, on n'aura pas à gérer ses appels incessants. C'est ce que ma fille, Léonie, a dit. Son mari, Arnaud, a ri. Ou qu'elle se perde. Ce serait bien d'avoir un week-end sans ces sermons déguisés. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai déposé le gâteau sur le comptoir et je suis repartie. 9 jours plus tard, j'ai changé mon testament. 3 semaines plus tard, leurs cartes bancaires ont commencé à être refusées. À 78 ans, j'ai compris que la vengeance n'a pas besoin de crier. Parfois, elle s'exerce par des conséquences bien réelles. Mais avant de vous raconter comment tout a basculé, si vous venez d'arriver sur cette chaîne, pensez à vous abonner. Et cliquez sur « J'aime » si vous aussi, vous avez déjà été mise de côté après avoir tout donné. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Parce que je me demande toujours si ce genre de trahison familiale, c'est juste une exception. Ou si ça arrive dans toutes les familles, partout. Quand mon mari, Alexandre, est mort d'un cancer, je suis restée dans notre petite maison dans le Jura. Tous les souvenirs vivaient encore dans les murs, et je m'y accrochais comme à de vieilles photos impossibles à jeter. Léonie était mon unique enfant. Je l'ai élevée seule. J'ai enchaîné les doubles journées, sauté les vacances, vendu même ma bague de fiançailles pour payer ses études. Par amour, pas par devoir. Au début, elle m'appelait chaque dimanche. Elle me racontait ses journées, me demandait des recettes, partageait des anecdotes sur ses élèves. Puis les appels ont raccourci. Sa voix est devenue distante. À chaque fois que je proposais de venir, elle avait une nouvelle excuse. Trop de travail. Les parents d'Arnaud de passage. Des rénovations en cours. Un Noël, ils sont partis à Madère pendant que je décorais seule la maison. On est débordés, elle m'a écrit. Mais sur les réseaux, je les ai vus, un cocktail à la main, face à l'océan. Je n'ai pas baissé les bras. J'envoyais des colis remplis de biscuits, des écharpes que je tricotais, des chèques d'anniversaire de plus en plus gros. Je croyais, bêtement, que peut-être l'argent pourrait acheter un peu de son temps. Je cuisinais ses scones préférés à la cannelle et les gardais au congélateur juste au cas où elle passerait. Je ne comprenais pas encore que mon amour était devenu une transaction. Pas dans mon cœur, mais dans le leur. Un jour, ils m'ont dit ne pas pouvoir venir me voir à cause de travaux dans leur cuisine. J'ai proposé mon aide. Ils ont refusé avec un « Maman, on te demanderait jamais ça ». Et pourtant, j'ai découvert plus tard que j'étais garante de ce prêt travaux. Puis, pour l'achat de leur première maison. Un petit 2 pièces, selon leurs mots. Mais c'est une villa de 4 chambres avec piscine chauffée qu'ils ont achetée. Encore une fois, je n'étais au courant de rien. Jusqu'au jour où j'ai vu mon nom sur un papier glissé par erreur dans un tas de courriers qu'ils m'avaient envoyés. Je me suis dit que c'était de ma faute. Trop présente, trop seule, trop insistante. Mais avec du recul, c'est limpide. Ils n'ont pas juste pris mon argent. Ils ont pris mon amour, l'ont emballé dans des documents officiels et s'en sont servis pour construire une vie dans laquelle je n'avais aucune place. Et moi, j'ai laissé faire. Jusqu'à ce soir-là. J'ai mis 2 jours entiers à faire ce gâteau. 3 étages de génoise aux carottes, épices douces, glaçage au fromage frais, décoré avec 24 mini-carottes en pâte d'amande, façonnées à la main. Mes doigts ne plient plus comme avant. Mais je l'ai fait. Léonie adore le gâteau aux carottes depuis qu'elle a 7 ans. Le chocolat ? Trop banal, disait-elle. J'en ai parlé à ma voisine, Odette. On habite côte à côte depuis 32 ans. Elle a vu Léonie grandir. Elle m'a préparé des plats pendant ma chimio. « Tu vas vraiment faire toute cette route seule ?» m'a-t-elle demandé, gantée de jardinage, ses sécateurs en main. « C'est pas la traversée de l'Atlantique, Odette, juste l'autoroute. »« Toi et tes genoux sous la pluie ?» Elle a grogné. J'ai souri et j'ai calé le gâteau dans le coffre entre 2 coussins.
Prends ton téléphone, a-t-elle dit, et appelle-moi dès que tu arrives. Oui, maman, j'ai plaisanté. On a le même âge. Je suis partie à 4h30 du matin, avec mon gilet préféré et la crème à la lavande que Léonie aimait quand elle était petite. Un thermos de café bien corsé remplissait l'habitacle d'un parfum réconfortant. À la radio, des chansons qu'Alexandre et moi écoutions en dansant dans la cuisine. La pluie a commencé doucement, puis a enveloppé la voiture d'un voile opaque. Une pluie tenace. La visibilité a chuté, mes essuie-glaces grinçaient au même rythme que mes articulations. T'aurais dû écouter Odette, j'ai marmonné en ajustant mes mains sur le volant, déjà raide. À une aire de repos, j'ai mis de la pommade sur mes genoux sous des néons trop blancs. L'agent d'entretien m'a lancé un regard inquiet. Longue route ? La moitié, j'ai répondu, sourire forcé. Le temps se gâte, m'a-t-elle prévenue. Mais les anniversaires ne s'attendent pas. J'étais résolue à arriver avant le dîner que Léonie avait prévu avec ses amis. Je ne l'avais pas prévenue. Je croyais que la surprise ferait fondre les distances. Je ne savais pas encore que ce n'était pas la distance géographique le vrai problème. C'était bien plus ancien. La pluie s'est calmée juste au moment où je suis entrée dans son quartier. Des rangées de pelouses taillées au millimètre, des maisons identiques, comme sorties d'un catalogue. La leur, plus grande, trônait au bout de l'impasse, les fenêtres allumées comme une carte postale. Je me suis garée de l'autre côté de la rue pour garder l'effet de surprise. Le gâteau était à côté de moi, comme une offrande vivante, pleine d'intention. Leur porte d'entrée n'était pas verrouillée. J'ai entr'ouvert, l'eau dégoulinant de mon manteau sur leur sol en marbre. Une odeur de romarin et d'ail flottait. Quelque chose cuisait au four. Un dîner probablement, le genre auquel je n'étais plus conviée depuis longtemps. Les voix venaient de la cuisine. J'ai fait quelques pas, répétant mentalement mes mots. Surprise. Ou simplement, joyeux anniversaire, ma chérie. Non. Salut, Léonie. Mais avant que je parle, j'ai entendu mon prénom. Maman a encore appelé ce matin, dit Léonie, visiblement agacée. 3e fois cette semaine. Elle voulait quoi ? Demanda Arnaud, d'un ton las. Comme toujours, parler de rien, me rappeler qu'elle est seule, me faire culpabiliser de vivre ma propre vie. Je suis restée figée. Ma respiration s'est coupée. Heureusement qu'elle n'a pas débarqué pour ton anniversaire, dit Arnaud. Tu te souviens, l'an dernier, elle était restée 5 jours ? Ne m'en parle pas, répondit Léonie en riant. J'ai dû me cacher dans notre chambre pour respirer. Chaque mot était un coup. Elle a évoqué une visite prochaine, a-t-elle poursuivi. Je lui ai dit qu'on était trop occupés. Bien joué, conclut Arnaud. La dernière chose dont on a besoin, c'est qu'elle arrive à l'improviste. Et puis, elle a lâché cette phrase. Mon Dieu, j'espère qu'elle se crache quelque part. Arnaud a ricané. Ou qu'elle se perde pour de bon. Un week-end sans culpabilité, ce serait le rêve. Ils ont ri. Un rire léger, facile. Le gâteau tremblait dans mes bras. Je n'ai pas réfléchi. J'ai marché jusqu'à la cuisine. Ils se sont retournés, figés comme des enfants pris en faute. Le sang avait quitté leur visage. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai posé le gâteau sur le comptoir, calmement, et je suis partie. Ils ont crié mon prénom, mais j'ai continué à marcher. La pluie, cette fois, ne me glaçait plus. Elle me réveillait. J'ai trouvé un motel. Je suis restée assise au bord du lit, dans mes vêtements humides, à fixer le papier peint fané. Je ne pleurais pas. Je n'étais pas en colère. Je ressentais autre chose, plus froid, plus net, la clarté. Le lendemain matin, j'ai appelé ma banque. Je voudrais savoir sur quel compte je suis enregistrée comme garante. Ai-je dit après avoir confirmé mon identité. Silence. Vous parlez de compte joint ? Non. De prêt, carte de crédit, ou hypothèque, où mon nom figure comme caution. Ce qu'elle m'a lu a changé tout. 4 cartes de crédit. Plafond total. 75 000 €, un prêt personnel de 30 000 €. Et le pire, une garantie hypothécaire sur leur maison actuelle. Une maison que je n'avais jamais vue. Depuis quand ces comptes existent ? Le plus ancien date de 8 ans, le plus récent à 6 mois. 6 mois. Exactement la période où Léonie m'avait appelée, en larmes, au sujet du poste perdu d'Arnaud. J'avais proposé de les aider. Elle m'avait dit « Non maman, pas de charité, juste ton soutien moral ». Ce qu'elle voulait dire, c'était « On a déjà utilisé ton nom ». Je n'étais pas seulement un poids émotionnel,
J'étais devenue leur matelas de secours. Un matelas qu'ils avaient bien utilisé. J'ai ensuite appelé l'ancien conseiller financier d'Alexandre. Je veux un état complet de mes actifs. Absolument tout. L'après-midi même, j'avais la vue d'ensemble. Notre maison dans le Jura avait triplé en valeur. L'assurance vie d'Alexandre avait été bien investie. Ma retraite et mes actions avaient suivi une belle croissance. Les objets de famille, les montres de son grand-père, la bague saphir de ma mère, tout cela valait maintenant près de 1,9 million d'euros. Suffisamment pour acheter cette fameuse maison au bord de la mer que Léonie et Arnaud disaient ne pas pouvoir se permettre. J'ai appelé la mère d'Arnaud, Madame Roussel, par courtoisie. « Il paraît que vous participez à l'achat de la maison secondaire », m'a-t-elle dit, joyeusement. « Je ne participe pas », ai-je répondu calmement. « Et je n'ai jamais accepté. Ils nous ont dit que vous financiez la moitié de l'apport. » Ils ont menti, ai-je dit avant de raccrocher. Puis, j'ai regardé les papiers posés en pile nette sur la table de nuit du motel. Les relevés de crédit, les contrats de prêt, des trahisons déguisées en tableurs. Ils n'avaient pas juste vidé mon compte. Ils avaient dilapidé ma confiance comme si elle n'avait aucune limite. Et là, j'ai su. Il était temps de couper les ponts. J'ai passé un dernier appel ce soir-là. À maître Hélène Morin, ma partenaire de bridge depuis 15 ans, et l'avocate la plus redoutée de la région. Il faut qu'on se voie, ai-je dit. C'est à propos de mon testament. Silence. Puis sa voix ferme, familière. C'est à cause de Léonie? Oui, mais pas seulement. C'est à propos de moi. Jeudi matin, 10 heures. Sois ponctuel. Le bureau de maître Morin dominait la rivière depuis le dernier étage d'un immeuble moderne. Mobilier minimaliste, chaises raides, aucune place pour le sentimental. « Tu as changé, dit-elle en guise de bonjour. Je me sens différente. Parfait. Assieds-toi, dis-moi tout. Alors j'ai tout raconté. Le trajet sous la pluie, les mots entendus par hasard, les trahisons financières, les promesses déguisées en dettes. Elle a pris des notes sans m'interrompre, hochant parfois la tête. Quand j'ai terminé, elle m'a demandé « Et maintenant, tu veux quoi ?» Je veux réécrire mon testament entièrement et me retirer de tout ce qu'ils ont rattaché à mon nom. Un sourire, discret mais satisfait, a traversé son visage. J'attends ça depuis des années. Ensemble, nous avons tout changé. La maison, les placements, l'assurance vie. Tout irait désormais à l'association Cœur d'Aube, un refuge pour femmes en reconstruction, où je faisais du bénévolat discrètement depuis la mort d'Alexandre. Le lieu où j'avais moi-même trouvé du réconfort, à tendre la main à d'autres femmes après la perte, l'humiliation ou l'abandon. Mes objets personnels, distribués à mes amis, à mon club de lecture, aux pharmaciens du coin qui n'avaient jamais oublié l'anniversaire d'Alexandre. Et pour Léonie, a demandé maître Morin, stylo prêt. J'ai réfléchi. Ma boîte à recettes. Et mes carnets. Elle a levé un sourcil. Tes carnets. Oui. Qu'elle lise ce qu'elle a refusé de voir. Qu'elle découvre ce que c'est l'amour. Le vrai. Même si elle ne l'a jamais reconnu. Délicieusement symbolique, a soufflé maître Morin. J'approuve. Vint ensuite le nettoyage bancaire. Elle a appelé un collaborateur expert en droit financier. Nous allons envoyer des lettres recommandées aux banques, sociétés de crédit, établissements de prêt. Vous serez officiellement retiré de tous les engagements où vous avez été enrôlé. Parfait, ai-je répondu. Je veux qu'ils ressentent les conséquences. Rapidement. Le dernier document que j'ai signé ce matin-là, c'était une lettre adressée à Léonie et Arnaud. Pas d'explication, pas d'excuses, une simple fin de transaction. Et c'est là que j'ai compris. C'est tout ce qu'ils m'avaient jamais offert, eux aussi, une relation contractuelle. Les retombées ont été immédiates. 2 jours après ma rencontre avec maître Morin, Arnaud m'a appelé depuis un numéro inconnu. Par curiosité, j'ai décroché. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était tendue, pas inquiète, juste paniquée. « Bonjour Arnaud. Je vais bien, merci de demander. La banque nous a appelés. Carte de crédit bloquée, plafond réduit, l'organisme de crédit aussi. Et ta conversation avec ma mère ? Tu veux dire la vérité ? Ai-je répondu. Oui, j'ai eu une discussion avec elle. On croyait que tu nous aidais, a-t-il dit. Léonie a dit, je sais exactement ce qu'elle a dit, l'ai-je interrompu. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Silence. Puis, il a changé de ton. On est stressé. Tu as mal compris ce soir-là.
Non, Arnaud, j'ai enfin compris. J'ai raccroché. Le lendemain, Léonie a pris le relais. Un long courriel rempli de demi-excuses et d'accusations à peine déguisées. Tu m'as toujours fait culpabiliser. Ce n'était pas notre intention de te blesser. Pas une seule fois elle n'a dit « Je suis désolée ». Dans les semaines suivantes, leur belle façade s'est fissurée. Le projet de maison au bord de la mer a échoué. Sans ma signature, aucune banque n'a voulu valider le prêt. Leur maigre apport a été retourné, avec pénalité. Leurs cartes ont été réduites. Une a même été gelée. Léonie a dû annuler un stage bien-être dans le sud. Arnaud s'est mis à faire des heures tardives, un deuxième emploi qu'il appelait consulting. Madame Roussel m'a rappelé. Cette fois, pas avec de la colère, mais avec de la stupeur. Ils nous ont dit que tu proposais ton aide, m'a-t-elle confié. Ils ont menti, ai-je répondu sans animosité. Et pour la première fois depuis des décennies, je n'ai pas ressenti le besoin de me justifier. Le monde ne s'est pas écroulé. Je ne me suis pas effondrée. Je ne suis pas morte de solitude. Au contraire. J'ai commencé à respirer à nouveau. J'ai rejoint un cours d'aquarelle au centre communautaire. J'ai replanté le potager qu'Alexandre. Je suis allée marcher avec Odette et son chien. Et nous n'avons pas parlé de Léonie. La vérité avait fait son œuvre. Elle avait imposé ses conséquences. Pas par la colère, mais par la réalité. Et la réalité, j'ai découvert, est une forme de justice silencieuse mais implacable. La maison me semblait différente, non pas vide, mais libre. Les murs étaient les mêmes. Le vieux tilleul planté par Alexandre le jour de la naissance de Léonie était toujours là, mais moi, je n'attendais plus près du téléphone. Je bougeais à l'intérieur comme une femme qui avait arrêté d'espérer qu'on vienne la chercher. J'ai ressorti le service de porcelaine que je gardais pour les grandes occasions. Désormais, chaque samedi, je l'utilisais pour déjeuner avec Odette. Elle apportait sa fameuse salade de pommes de terre, et moi, je testais une nouvelle recette de gâteau. Le dernier, un gâteau aux carottes à l'orange et à la cardamome, plus audacieux, moins sucré. Je continuais à faire du bénévolat à cœur d'aube 3 après-midi par semaine. J'aidais des femmes bien plus jeunes à préparer leurs entretiens, à refaire leur CV ou simplement à mettre des mots sur des douleurs qu'elles n'avaient jamais su nommer. Parfois, elles pleuraient. Parfois, c'était moi. « Vous n'êtes pas comme les autres dames âgées », m'a dit un jour une jeune femme. « Vous comprenez ? Comme si vous aviez vécu ce genre d'amour qui te fait oublier qui tu es. » Je l'ai vécu, ai-je répondu. Mais j'ai retrouvé mon nom. Juste à temps. Pour la première fois depuis des années, je construisais une vie sans chercher l'approbation de quelqu'un. Je ne guettais plus l'invitation, le message, le signe. Je peignais. Je plantais des myrtillers, comme Odette me l'avait conseillé. J'ai rejoint un groupe de randonnée pour seniors. Je me levais chaque matin avec une intention. Un midi, Maître Morin et moi avons déjeuné en terrasse, un thé glacé à la main. Elle a levé son verre à Marguerite, qui a enfin cessé d'attendre d'être choisie. J'ai souri. J'avais commencé à me choisir, moi. Et pourtant, même si j'avançais, je restais ouverte. Pas aux manipulations, mais à la possibilité. Alors, quand Zoé, une amie d'université de Léonie, m'a contactée pour me demander une rencontre, j'ai accepté. Elle est enceinte, m'a-t-elle dit, les yeux humides. 3 mois environ. Elle ne voulait pas te le dire encore, mais je pense que tu devrais le savoir. Une petite fille, quelque chose que j'avais tant espéré, sans plus vraiment y croire. Plus tard, je me suis assise à mon bureau. J'ai pris une carte, pas un mail, pas un texto. Une vraie carte, en papier épais crème. Et j'ai écrit. J'ai appris la nouvelle. Un enfant change tout, par sa présence, ou par son absence. Si un jour tu veux une relation basée sur le respect et non sur l'obligation, ma porte est ouverte. J'ai signé « Avec amour, maman ». Puis j'ai glissé la carte dans la boîte aux lettres et j'ai lâché prise. La semaine de la Toussaint est arrivée avec ses premières neiges. Je préparais un dîner simple pour Odette et quelques femmes du centre quand mon téléphone a sonné. « Madame Delorme ?» dit une voix. « Ici le docteur Lagarde, de la clinique Saint-Hubert. Votre fille, Léonie, m'a demandé de vous appeler. » Mon cœur s'est tendu. Est-ce qu'elle va bien? Elle a eu quelques saignements. Le bébé va bien, mais nous la gardons en observation. Son mari est absent. Elle a demandé si vous pouviez venir. Et elle a dit pourquoi, ai-je demandé doucement. Une pause.
Seulement ceci, si vous pensiez vraiment ce que vous avez écrit. 3 heures plus tard, j'étais dans sa chambre. Léonie semblait minuscule sous le drap, la main posée sur son ventre. Quand elle m'a vue, ses yeux se sont remplis de larmes. Pas de larmes de spectacle, des vraies. « Tu es venue » a-t-elle murmuré. « Tu m'as demandé » Je me suis assise à ses côtés. Le silence s'est installé entre nous, ponctué par le bip du moniteur. Un rythme calme, presque une mélodie oubliée. « J'ai commencé une thérapie » a-t-elle dit après un long moment. Au départ pour le stress, mais c'est devenu plus profond. J'ai hoché la tête. Je la laissais parler. La psy m'a demandé pourquoi je rejetais tes appels, pourquoi je ressentais de la culpabilité au lieu de la connexion, pourquoi j'ai pu dire ces choses horribles. Elle m'a regardée, vraiment regardée. Et la vérité, c'est que je n'avais pas de bonne réponse. Mais je commence à voir. Je t'ai puni d'être seule, d'avoir besoin de moi, de me rappeler une version de ma vie que je voulais oublier. Et parce que tu m'aimais trop, quand moi je ne savais pas encore m'aimer. J'ai pris sa main. J'aimerais essayer de recommencer, avant que le bébé arrive. Moi aussi, ai-je murmuré. Ce n'était pas une résolution, c'était une graine. La guérison ne s'est pas faite en un jour. Dans les mois qui ont suivi l'hôpital, Léonie et moi avons instauré des rendez-vous hebdomadaires. Des cafés partagés sans parler d'argent, sans allusions blessantes, sans attente. Juste des présences. Parfois on riait, parfois on restait silencieuse. Parfois on mettait des mots sur ce qui avait fait mal. Arnaud, lui, a eu plus de mal. Son charme avait moins d'effet sans l'échec derrière. Mais il a essayé, pour Léonie, pour l'enfant. Quant à moi, je n'ai pas effacé la vie que j'avais reconstruite. L'association Cœur d'Aube est restée dans mon testament. J'ai ajouté un fonds éducatif pour ma future petite fille. Je continuais à marcher, à peindre et oui, à cuisiner. Mais maintenant, c'était pour moi. Un après-midi ensoleillé, alors que je mélangeais des carottes râpées avec du gingembre, mon téléphone a vibré. Un message de Léonie, une photo en noir et blanc, une échographie. En dessous, ta petite fille, elle a ton nez. J'ai effleuré l'écran du doigt. Peut-être que le pardon n'est jamais immédiat. Peut-être qu'il ne sera jamais total. Mais cette connexion, fragile, sincère, recommençait à exister. À 79 ans, j'ai appris quelque chose de bien plus puissant que la vengeance. Les limites sont une forme d'amour. Le respect ne se mendie pas, il se mérite. Et parfois, le geste le plus doux que l'on peut faire pour son avenir, c'est de s'éloigner de ceux qui ne vous ont aimé que pour ce que vous offriez, jamais pour ce que vous étiez. L'orage qui m'avait trempé jusqu'aux os ce soir-là n'était plus un souvenir douloureux. Il était devenu le début. Aujourd'hui, quand la pluie tombe, je la vois autrement. Non plus comme quelque chose à subir, mais comme ce qui lave le sol pour laisser pousser autre chose. Si toi qui écoutes cette histoire, tu t'es un jour retrouvé entre la paix et ta famille, entre la vérité et la culpabilité, je veux que tu entendes ceci. Tu n'es pas égoïste parce que tu choisis la paix. Tu n'es pas cruel parce que tu poses des limites. Tu n'as pas tort de vouloir être aimé avec respect. Si cette histoire t'a touché, dis-le-moi en commentaire. Partage-la, offre-la à quelqu'un qui en a besoin. Et toi, dis-moi, à quel moment as-tu compris ta valeur ? Et souviens-toi que tu aies 29, 59 ou 79 ans, il n'est jamais trop tard pour refaire un gâteau ou pour recommencer ta vie.